réussir la haute qualité démocratique. Il faut réussir les transitions démocratiques. Et ça veut dire qu'on est dans un travail au long cours. On n'est pas sur un mandat, on n'est pas dans le temps électoral. Il me semble que la situation est tellement grave, on a tellement été biberonné à l'idée que le bulletin de vote est l'alpha et l'oméga de la démocratie, on a tellement été biberonné à dire que le citoyen est important pour les élections, on l'oublie dans l'intervalle des élections, que évidemment, changer de paradigme s'inscrit dans un enjeu civilisationnel. Je mesure mes mots. Et donc, je peux apporter un témoignage d'une ville qui a beaucoup travaillé avec mon équipe, avec mes collaborateurs, avec les experts. Et d'ailleurs, commencer par dire que dans une assemblée telle que celle-ci, on ne peut pas imaginer parler de démocratie construction dont je parle, c'est une dimension beaucoup plus forte que la démocratie de participation, sans considérer au départ que chacun est important. C'est l'histoire du colibri. Et donc, ça renvoie au rapport au pouvoir. Et donc, un mot pour me dire d'où je parle. Je suis maire d'une commune de 13 000 habitants dans la banlieue de Mulhouse. Il y a 3 axes qui animent les équipes que j'anime depuis 1989. C'est l'idée de la dimension humaine. Ne cherchez pas des trottoirs de très grande qualité, mais cherchez plutôt ce qui est invisible, l'éducation, la culture, la solidarité, oui, et ça coûte de l'argent, et c'est des impôts, bien sûr, mais je l'assume. C'est aussi la transition écologique et énergétique à partir du plan climat-énergie territorial que j'ai animé quand j'étais président de l'AGLO depuis 1986. Et donc, on décline localement, là où nous sommes, tu fais, je fais, tu fais, nous faisons, pour réussir cette transition tellement essentielle pour être au maximum au plus 2 de réchauffement climatique. Ma planète, qu'est-ce que je fais? Mon territoire, en quoi il est responsable de l'avenir de la planète? Quand j'ai fait la révision du plan local d'urbanisme, en quoi ma commune est responsable du devenir de la planète. Et donc ça a totalement changé le cours des choses, la séquence démocratique dont je parlerai tout à l'heure. Et donc on est dans une dimension à la fois passionnante, difficile et de recherche-action. J'ai peut-être eu une intuition intelligente dans ma vie, c'est de prendre de temps en temps des vacances et de faire des allers-retours entre la pensée et l'action. La pensée, je ne l'ai pas pris rue de Solferino, j'étais longtemps au PS, j'ai adhéré en 1976. Il s'agissait de changer la vie, j'ai l'impression que la vie a changé le PS depuis. J'ai donc quitté il y a 3-4 ans. D'ailleurs, je ne me suis jamais inspiré très fortement de la pensée. C'est plutôt du côté de Lévinas, d'Hannah Arendt, d'Emmanuel Mounier, Paul Ricoeur, et c'est pas parce que c'est le président qui en parle, mais c'est comment dire, une compréhension métapolitique qui m'a aidé à changer le rapport à la politique. Et j'ai pris aussi sur moi de réussir des allers-retours entre le silence et l'engagement. Le silence parce que je pense qu'il y a dans les hommes de pouvoir et les femmes de pouvoir une sorte de psychanalyse de l'occupationnel qui fait qu'on court après le temps, qu'on n'est pas capable de se ressourcer, de voir le sens de son engagement pour essayer d'agir le plus juste possible. Et donc, il m'arrive 2-3 fois par l'année de me retrouver dans un Carmel absolument génial, où je me retrouve seul, j'ai pas de télé, où je pars avec mon vélo, où je peux réfléchir, je peux faire révision de vie, et je peux me dire où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? C'est la question fondamentale de la posture. Elle porte autant sur les politiques que sur les citoyens, que sur les représentants syndicaux. C'est une question universelle. C'est d'ailleurs la question. On ne peut pas imaginer demain qu'un maire travaille sur la participation s'il est uburois. On est passé maître dans la conquête du pouvoir et trop souvent nous restons des analphabètes du partage du pouvoir. Et donc cette dimension-là est une dimension qui nous saisit, qui nous transforme et qui fait qu'on est sur un autre monde et sur l'idée que la démocratie construction est une démocratie transformatrice. À cet égard, je voudrais dire que, évidemment, au-delà de cette question de la transition écologique et de l'humain, c'est évidemment la rénovation démocratique. Ça fait 25 ans qu'on y travaille. J'ai essayé de vous montrer par quelles sont les balises auxquelles nous nous sommes accrochés pour travailler sur un écosystème qui épanouit les 3 fonctions essentielles de la démocratie, celle de la délibération, du débat, retrouver le sens du forum, de l'agora, celle de la co-construction, de l'élaboration collective et celle de l'engagement, pas seulement celle des politiques, mais aussi des citoyens, mais aussi des organisations. J'ai beaucoup milité pour la coopération intercommunale dans ma région, y compris au sein de l'Assemblée des communautés de France. Je le dis tout net, être élu communautaire nécessite une maturité politique. L'idée qu'on ne cherche pas Agora pour sa commune, mais on cherche de faire au mieux ensemble ce que les communes seules ne peuvent pas faire, au service de tous les habitants. Il y a là la question de l'égalité démocratique.
Et je sais que les intercommunalités aujourd'hui, notamment parce qu'elles sont dans le big is beautiful, l'étendue, XXL, s'éloignent des citoyens. Et c'est dommage, parce que je pense que la coopération est la dimension la plus aboutie de la démocratie. On a été trop longtemps dans l'ignorance, dans le sectarisme paroissial, alors que nous avons besoin de coopérer pour faire mieux ensemble. Principe de subsidiarité. D'ailleurs, je prétends que l'intercommunalité, c'est les valeurs de la République appliquées au territoire. C'est la liberté communale, et chacun y tient, régulée par l'égalité, et Dieu sait qu'on a besoin d'égalité dans un pays où la fracture territoriale est un scandale, et transcendée par la fraternité. Et nous avons besoin de ces principes de subsidiarité, de faire ensemble, ce que les communes seules ne peuvent pas faire, de jouer la solidarité, parce qu'il n'y a pas pire de voir que d'une commune à l'autre, l'une est riche et peut apporter des services, l'autre n'a pas de moyens, n'a pas les mêmes services. C'est un scandale absolu. La fracture territoriale, c'est une inégalité inacceptable, autant d'ailleurs qu'une inégalité sociale. Et je pense que l'interco est une belle promesse. Le problème, c'est le déficit démocratique. Dans le débat tout à l'heure, je pourrais expliquer comment la démarche de ma commune, on a essayé de l'intégrer dans la démarche intercommunale, de telle sorte que, à la fois les habitants, les citoyens, les conseils municipaux qui se sentent dépourvus d'un pouvoir puissent participer au pouvoir faire ensemble. Et donc, cette dimension de l'intercommunalité est forte. Dernier élément sur ce qui m'a beaucoup habité, c'est le constat d'une organisation des pouvoirs locaux absolument détestable, marquée par l'empilement, l'enchevêtrement des compétences, par le pouvoir des roitelets, alors qu'en réalité, ni au Sénat, ni au département, ni à l'Assemblée nationale, les politiques de gauche et de droite n'ont eu l'intelligence de poser les vraies questions que se posent les citoyens. La première, quelle est l'organisation des pouvoirs qui soit efficace, digne, respectueuse de l'usage des deniers publics? C'est comme une question simple. Quand Valls est venu faire la réforme des régions, XXL, il a dit on va faire une belle réforme, on passe de 23 régions à 13 ou 14. Ça n'a pas de sens. La question du sens est fondamentale. Et donc, cette dimension de l'organisation des pouvoirs locaux est fondamentale. Respect de l'usage public. Deuxièmement, est-ce que le bassin dans lequel je vis, région ou bassin de vie, me parle? Est-ce qu'il me parle au cœur, à mon vécu? C'est important quand même que les gens soient dans l'identité ouverture. Troisièmement, est-ce que c'est l'étendue qu'on veut ou est-ce que plus de décentralisation, plus de pouvoir d'agir parmi les élus locaux? Et enfin, quid de la démocratie? Comment faire participer les élus de base et les citoyens dans une organisation comme le Grand Est chez nous, sinon par le pouvoir du président, du cabinet et de la technostructure? Jacques Ellul, déjà à l'époque, quand il était adjoint, démissionné à Bordeaux, quand il s'est rendu compte que la technique, au sens très générique du terme, prend le pouvoir sur le politique. Et donc cela, ça m'a beaucoup travaillé, et ce qui fait que j'ai milité pour le Conseil d'Alsace unique. Le référendum a échoué, je pourrais le dire tout à l'heure, parce qu'à mon avis, il y avait une paresse démocratique. On ne fait pas du neuf avec du vieux, c'est-à-dire des vieilles réunions publiques où les notables étaient devant, les habitants n'ont même pas posé la question, ils ont pris peur parce que ça allait se passer à Strasbourg, alors qu'en réalité, il fallait de l'information, donner du sens, il fallait du débat dans tous les bassins de vie, il fallait peut-être, comme je le fais dans ma commune, organiser un conseil participatif qui réunit toutes les ressources d'intelligence, de sens et d'expertise, et qui propose modestement des scénarios aux habitants. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient pas le désir de participer électoralement. On n'a pas eu le quorum, on a eu la majorité, mais pas le quorum. Et cet échec a fait ensuite qu'on arrivait à une réforme des régions. Enfin, je ne sais pas, vous connaissez le sujet, hein. On a des régions XXL qui s'éloignent des centres de décision et qui s'éloignent des citoyens. Je parlais des certitudes tout à l'heure. Je vous aurais parlé il y a 20 ans, j'étais plutôt le mec de certitude. Et j'étais plutôt le coureur de demi-fond que j'ai été à tracer mon chemin. Je n'ai plus de certitude et j'en suis heureux. Par contre, j'ai gardé 3 convictions qui me paraissent essentielles. C'est d'abord de relier, de conjuguer démocratie et exigence. On n'utilise jamais ce mot-là en politique. Exigence. Et je dis souvent, tant que la démocratie est à stade infantile et infantilisant, il ne faut pas s'étonner que la politique soit une cour de récréation et soit perçue ainsi par les habitants. Deuxièmement, il est important de conjuguer démocratie et transformation. J'ai quitté le PS, mais je reste un homme de la transformation parce que je ne veux pas que le monde reste tel qu'il est et que l'histoire telle qu'elle avance telle qu'elle avance. Et je pense qu'il est important de dépasser un certain nombre de clivages, mais d'avoir des convictions claires de transformation. Or, je pense qu'il n'y a pas de transformation possible dans les consensus mous qui se fait dans l'entre-soi de quelques roitelets. Les transformations se font dans la construction lente,
difficile, récurrente, interactive, des compromis dynamiques. Je suis un enfant de Jürgen Habermas parce que je pense que nous sommes en capacité de mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. Et cette dimension est forte. Regardez toutes les réformes en France. C'est la grève d'abord, le dialogue après, et si jamais. Et donc c'est important qu'on ait cette dimension de construction de compromis, de transformation en profondeur. Dans notre territoire, je pense que lorsque j'arrêterai la politique dans 2 ans, on aura permis à l'ensemble du territoire de se mobiliser sur le climat, moins 13% de production de gaz à effet de serre en 5 ans, et on continue avec l'idée que notre objectif, c'est les accords de Kyoto. En 2050, il faut qu'on soit un rendez-vous, une tension créatrice pour mobiliser le territoire, et pas seulement les politiques, mais tous, parce que c'est la sobriété, c'est la substitution, c'est l'efficacité énergétique. Donc pour moi, c'était important de vous dire que cette dimension est forte. Une dernière me paraît importante, elle n'est pas forcément partageable, mais je veux la partager parce qu'elle m'habite. Je pense qu'il est important de fertiliser démocratie et spiritualité au sens très large du terme. Ça peut être laïque ou autre. Je ne parle pas de religion, je parle de sens, c'est-à-dire les valeurs, la signification, la direction. Notre société crève d'une absence de sens en permanence. Pour qui, pourquoi et pourquoi en 2 mots. Quel est mon engagement? Quelle est la finalité? Et cette dimension-là me paraît importante parce que je crois que toutes les idéologies ont échoué d'avoir oublié cette notion d'intériorité, de grandissement personnel, de refus de l'inhumain, de la capacité de vivre ensemble. Et pour moi, c'est fondamental, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré au pacte civique et co-construit le pacte civique dont je parlerai dans quelques instants. Quelques éléments de ce cheminement qui fait que je ne suis plus le même aujourd'hui que lorsque j'ai été élu conseiller régional, puis conseiller général, puis maire de Kingersheim, puis président de la communauté commune. D'abord, un travail sur soi, parce que dans chacun de notre vie, on a un moment de rencontre avec soi-même. Là, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer que j'avais en moi une fragilité. En réalité, la fragilité est une vraie force. Je pensais être super fort dans le pouvoir sûr. Je me rends compte aujourd'hui que c'est dans l'humilité au rapport au pouvoir qu'on est vraiment plus fort et dans le courage d'être. Parce que la démocratie de construction, c'est l'inverse de la démagogie. C'est être courageux que de mettre l'ensemble des ressources ensemble, de cheminer ensemble pour construire un compromis. C'est l'inverse de la démagogie. Souvent, mes collègues pensent que quand je parle de démocratie, c'est facile, on écoute les uns et les autres. Pas du tout. C'est construire du commun, ça a été dit tout à l'heure. Donc cette dimension est fondamentale et je crois en effet qu'on est là dans quelque chose qui me paraît essentiel. Démocratie exigence, démocratie et transformation, démocratie essence. C'est le travail sur soi. Deuxièmement, le discernement sur nos propres pratiques. Le premier mandat, on a été élu dans une ville où il n'y avait pas grand-chose. Donc on avait tout à inventer, c'était notre chance. Et augmenter les impôts pour le faire et le dire. Ça ne nous a pas empêché d'être élus. On a augmenté de 50% notre premier mandat, la fiscalité, les taux. On a été élu à 65% au premier tour. Les gens savent, quand on fait avec l'argent public, ce que ça peut donner et savent évaluer. Eh bien, le premier mandat, on a fait plein de choses qui ont changé la ville. Je n'ai pas tellement pensé à associer les habitants et j'ai notamment fait des réunions de quartier classiques. Et que les élus ici m'en veulent pas, mais je pèse mes mots. La réunion de quartier classique est un déni de la démocratie. Pour une raison simple, c'est que vous avez le maire, le politburo, les adjoints, les techniciens et en face les habitants qui sont juste là pour poser des questions. Quel est le sens de la dignité des citoyens quand on va leur donner juste le temps de poser la question sur la crotte de chien, sur le problème de voisinage et sur les gendarmes couchés? Où est l'espace de co-responsabilité que nous voulons construire dans notre société? Et donc, depuis ce jour-là, il n'y a pas une démarche qui ne suscite à la fois de l'écoute de notre part et de la citoyenneté active de la part des habitants. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est à contre-courant de plein de choses. Quand les candidats viennent à la télévision pour dire « Dormez, braves gens, tranquilles, on fait à votre place », c'est juste un scandale, c'est le déni de la démocratie. Donc le rapport fournisseur-client, ce n'est pas la bonne solution. On l'a remplacé par diagnostic en marchand, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis j'ai pris le temps, lorsque je vais me ressourcer, de voir peut-être plutôt que certain nombre de collègues le fossé dramatique qui n'a pas cessé de se creuser entre les représentants et les représentés. C'est bien une crise de la représentation, c'est même une crise de la légitimité de la décision politique. Qu'est-ce qui est légitime aujourd'hui? Est-ce qu'il suffit d'être élu pour avoir une légitimité de la décision? Moi, je pense que la légitimité d'une décision est liée aujourd'hui davantage à la façon dont elle est prise que par qui elle est prise. Surtout par ceux qui la prennent sont souvent des enfants élus de l'abstention. Moi, j'ai été élu conseiller général avec 30% des électeurs. Quelle est ma légitimité? Et quelle est la légitimité d'un bulletin de vote qui voudrait résoudre le problème d'une société complexe?
Vous pouvez voter pour un candidat et être en désaccord sur 2-3 sujets. D'où l'importance de la démocratie de construction dans l'intervalle des élections. On ne peut pas venir ici en disant j'ai été élu, notamment dans les conditions qu'on a vues au présidentiel, et dire je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est déjà bien, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Il y a des débats qui doivent exister dans l'intervalle des élections, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a plusieurs raisons à ce fossé qui s'est creusé. La première, c'est d'abord la culture des promesses non tenues. Tous les gouvernements se sont succédés, ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est absolument dramatique. Et les gens les plus modestes nous ont largués, et à juste titre. La deuxième, c'est qu'on voit bien les limites de la démocratie électorale. Je ne suis pas en train de dire que les élections, ce n'est pas bien. Il a fallu des siècles avant que les hommes, puis ensuite les femmes puissent voter, et c'est bien. Mais on voit bien que la démocratie électorale est squattée par des gens qui utilisent les mêmes ingrédients que le marketing commercial. La séduction, et donc séduire et ne pas pouvoir tenir la promesse, et donc derrière le désenchantement. Ça pose d'ailleurs la question de savoir jusqu'où un élu peut parler vrai et être élu. Ce n'est pas seulement la question des politiques, c'est tout le monde. C'est la question de la caricature, qui sont utilisées par un certain nombre de partis politiques de manière éhontée. La caricature, comme si la vie était caricature, comme si toujours tout est tout noir, comme tout blanc, comme si il fallait forcer la dose pour faire passer des convictions. C'est absolument abject. Et puis le troisième élément, c'est la posture. Les gens ne supportent plus la posture du politique qui cherche des arguments pour s'opposer ou pour avoir la décision. Je le dis parce qu'à un moment donné, dans mon engagement politique, j'étais plutôt l'opposant majeur du président du Conseil général dans le Haut-Rhin, et je me suis régalé, j'ai joui d'être dans l'opposition. C'est super. La presse vous en parle autant, mais c'est une posture. J'étais dans la posture. Et je trouve que la posture tue la démocratie. C'est aussi lié à un alphabet démocratique d'une pauvreté absolue. Vous avez la lettre E pour les élections, la lettre D pour décision descendante, la lettre P de partisan. Pour prendre une décision, c'est souvent par affect, par l'étiquette politique, par la posture, par le rapport de force, par le technique, alors qu'il faut de la participation et de l'implication. Et donc, à partir de là, progressivement, avec mon équipe, avec les collaborateurs, il y a des collaborateurs qui pourraient ici tenir ma place pour tenir le discours que j'ai. C'est important d'ailleurs que si vous voulez transformer les choses, il faut que l'équipe soit avec vous, il faut que les collaborateurs soient partie prenante. Et il faut des habitants, on les appelle chez nous les agoracteurs, des citoyens engagés, qui portent aussi le dossier, qui portent le projet. Et donc, mon propos, c'est de travailler à une transition démocratique entre ce que Dominique Schnapper appelle la démocratie providentielle, essentiellement électorale, souvent partisane, descendante, passive, qui est portée d'ailleurs par le pouvoir sûr, par le technique, par l'individu roi, ça s'adresse à l'individu, pas aux citoyens, partie prenante du bien commun, mais aussi par la délégation permanente de pouvoir. Eh bien, passer de cette démocratie providentielle vers ce que j'appelle une démocratie construction. Qu'est-ce que c'est que la démocratie construction? Elle est d'abord une démarche exigeante. Elle est d'abord interactive. C'est organiser pendant tout le mandat des rendez-vous réguliers, construits, récurrents, entre représentants et représentés, de plein pied, de pair à pair, et toutes les ressources. Deuxièmement, c'est une démocratie dont je revendique qu'elle doit être lente, parce que seule la maturation issue de la réciprocité des échanges permet de trouver des solutions, des compromis, des décisions acceptables pour les uns et pour les autres. La démocratie lente, pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments caractéristiques de l'espace public que les gens ignorent souvent. C'est la question de la complexité. Je n'ai jamais vu une décision à prendre qui n'ait pas tenu compte de la complexité du sujet. Parfois budgétaire, parfois réglementaire, parfois psychologique. Mais il y a toujours la complexité. Edgar Morin a raison, ce philosophe de la complexité. On ne peut pas traduire ça en simplisme, la complexité. Il y a deuxièmement, notre élément, c'est quand vous allez dans le débat public, mes amis du CODEV ici, bravo à vous. Qu'est-ce qui vous anime? C'est évidemment un épanouissement personnel, parce qu'on n'irait pas, comme en tant qu'élu, mais c'est aussi l'altérité. Considérer que l'autre, quand on vient en débat public, ce n'est pas pour sa pomme, même si les habitants viennent pour leurs propres préoccupations. Toute la question de la démocratie et donc de la pédagogie active en démocratie, c'est de cheminer ensemble du jeu responsable vers le nous solidaire. Mais l'altérité est au cœur d'un processus de décision. Il y a une dimension universelle dont je parlerai tout à l'heure. Et ensuite, il y a la durabilité, la durée, la maturité. Il faut de la maturité. Les conseils participatifs
qu'on met en œuvre pour chaque projet, ça dure en moyenne 18 mois. Parce qu'il faut approfondir, parce qu'il faut le temps de réciprocité des échanges, parce qu'il faut aller au fond du sujet, et cette question est centrale. Et moi, je suis triste quand je vois que les ministres, où qu'ils soient, lorsqu'il y a un pet de travers, excusez-moi la trivialité de ces propos, il faut qu'ils débarquent avec le cabinet, etc., pour revenir à Paris et faire des lois et des décrets qui ne sont jamais appliqués. Dans une sorte de réaction démagogique qui ne marche pas. Le temps du débat, je pense même la question des ordonnances doit nous interpeller, il y a un temps de maturation qui est nécessaire pour prendre une bonne décision. Et donc, interactive, lente. Troisième élément de l'exigence démocratique, et là, vous reconnaissez peut-être celui qui est habité par des questions plus métapolitiques, c'est cette démocratie, je revendique qu'elle soit édifiante. Qu'on passe du jeu au nous, du cas particulier au général, de l'immédiat au long terme. Et ça se recoupe. L'autre, nous sommes la première génération dans l'histoire de l'humanité à être autant responsable des êtres, des milliards d'êtres qui sont un être. Donc l'autre, c'est pas seulement l'autre proche à la Le Pen, c'est l'autre proche, l'autre éloigné, celui qui meurt dans la Méditerranée, et celui qui est un être. Et c'est donc, pour moi, il n'y a pas de démocratie aboutie qui ne soit pas une démocratie de fraternité. Tant pis si je suis perçu comme un utopiste, mais je crois que la seule idée, et j'ai entendu Abdenur Bidar l'autre jour sur France 5, la fraternité générale. On peut financer la liberté, on peut financer l'égalité, on ne peut pas financer la fraternité. Elle est en nous, elle est entre nous, elle se construit. Et cette dimension-là, elle est au cœur même d'un processus de construction démocratique. C'est là que, dans les pratiques, qu'on est dans la fraternité. Et ce n'est pas dans les discours. Et cette dimension, pour moi, est tout à fait essentielle. Ça nous renvoie, avant d'arriver sur les 6 balises de l'écosystème de Kingersheim démocratique, à renvoie à 3 choses qui sont toujours impensées, qui font de l'ordre de l'impensé. Le commun, la limite et la transcendance. Le commun, ce n'est pas l'addition des envies, ce n'est pas la sommation des égoïsmes, ce n'est pas une moyenne des avis. C'est un long cheminement qui fait que ça nous ressemble et ça nous rassemble. Et Dieu sait qu'il y a un déficit du commun aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est la limite. Croire que tout est possible dans l'espace public, quand tout n'est pas possible dans l'espace privé, c'est mentir les gens. Il n'y a pas de processus démocratique dont il ne faut pas prévoir les limites au départ. Parce que je crois à la limite. Au début de chaque séquence démocratique, c'est ce que j'appelle le périmètre démocratique. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si vous ne créez pas les conditions de la réflexion sur la limite, vous créez ipso facto de la frustration parmi celles et ceux qui ont participé, qui ne reviendront plus. Et puis la transcendance, au sens de la transcendance horizontale, être traversé par l'autre. Et je pense que ça nous renvoie au rôle de l'élu, qui est évidemment de l'ordre éthique. C'est que je pense qu'aujourd'hui, l'élu, il doit devenir un animateur du processus de décision. Il décidera derrière, c'est sa noblesse de décider, parce que décider, c'est renoncer. C'est la noblesse de l'élu de décider au bout du compte. Mais avant, avec d'autres, il est animateur de la phase décisive de débat, de co-construction, de concertation. Et cette dimension est tout à fait essentielle, ce qui veut dire que le rôle d'ouvrier du mieux vivre ensemble, c'est aussi, et là c'est pour moi fondamental, l'élu, avant d'être de droite, de gauche, de centre, écolo ou pas, il doit tirer vers l'avant et il doit tirer vers le haut. En permanence, revendiquer l'élévation scrupuleuse du débat public. Et c'est parfois compliqué. On verra tout à l'heure qu'il faut des aides, parce que le politique n'est pas un animateur du débat public. Il faut qu'il soit aidé. Quand je parle d'ingénieur du débat public, c'est cela que je veux dire. J'en arrive aux 6 balises. Ça va encore ? J'en arrive aux 6 balises sur lesquelles on s'accroche pour avancer en équipe. Il n'y a pas un projet qui ne doit pas faire l'objet d'associer les citoyens, les experts. Voilà, parce que les populistes, il y a les experts, les technocrates. Non, mais on a besoin d'expertise. Pourquoi ? Parce que ça nous objective le débat public. Moi, un conseil participatif sans experts, c'est dramatique, parce que vous n'avez que l'habitant et le citoyen. Et vous n'avez pas les choses objectives sur lesquelles il faut avancer et savoir. Et donc, la première chose, c'est un état d'esprit. C'est Mendès France, vous l'avez cité tout à l'heure, pour moi, c'est une référence. C'est un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, je classe 2 choses. C'est d'abord une éthique de l'action publique. On ne peut pas revendiquer un changement de paradigme démocratique si on n'est pas scrupuleusement de l'éthique de l'action publique. L'intégrité, faut-il le rappeler, mais aussi la capacité de parler vrai. Parler vrai.
Puis troisièmement, et je ne serais pas là si je ne le faisais pas, la congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut d'abord être exemplaire dans la représentation démocratique avant de susciter la participation. Eh bien, je peux le dire, on a certainement fait des erreurs, on a certainement oublié des trucs, on n'a pas fait plaisir à tout le monde, peu importe, mais on a dit chaque fois ce qu'on allait faire, on a fait scrupuleusement ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et donc, il y a d'abord une éthique de l'action publique. Deuxièmement, et ça, je ne vous l'aurais pas dit il y a encore 10 ans, je pense qu'on progresse les uns et les autres dans la posture, dans le rapport humble au pouvoir. Et il y a des symboles. Je crois à la légitimité par le symbole, pas seulement par les résultats, par le symbole. Exemple, pendant longtemps, j'ai raconté ça au CODEF tout à l'heure, je faisais les vœux du maire, et il se trouve qu'à Kingersheim, ça marchait du tonnerre de Dieu, 1000 personnes dans la salle des fêtes, je faisais un discours, je mettais des heures et des heures, un concert super sympa, des petits fours plutôt bien quand on avait encore de l'argent, et puis ma mère, mon épouse. Ça, Freud, expliquez-moi. Ouah, je voulais dire ça tout à l'heure. Mon épouse, et qui est évidemment la plus critique, et heureusement, elle ne fait pas partie de la cour, parce qu'il faut se méfier de la cour, m'a toujours dit, mais pourquoi tu passes des heures et des heures à préparer ton discours? Parce que je suis plutôt perfectionniste, j'étais à court de 800 mètres, je ne m'alignais jamais à un départ d'une course si je n'étais pas super prêt. C'est comme ça, parce que voilà, c'est sans doute une faiblesse, une fragilité. Et je travaillais mes discours. Et un jour, j'ai pris conscience de ça, je me dis, même à la fin de mon discours, il y a des gens qui sortaient déjà pour les bouffer. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce que les gens préfèrent? C'est les petits fours ou c'est le discours? La réponse est dans la question. Pour la plupart des gens, il n'y en a rien à cirer du discours du maire. Et en plus, ce n'est pas le moment de faire un compte-rendu de mandat, c'est complètement débile. Donc, je ne fais plus les vœux du maire, c'est devenu les vœux de Kingersheim. C'est-à-dire à l'extérieur, on prend le risque, en Alsace, avec des spectacles de super qualité, on a les pages blanches ou les marionnettes géantes, avec un discours de 5 minutes sur le pacte civique ou sur des valeurs, 1500 personnes qui se souhaitent la bonne année, je ne vois pas au nom de quoi je souhaiterais la bonne année, au nom des gens qui souhaitent la bonne année, qui passent un moment super ensemble. Premier élément. Deuxième élément, j'en ai fait des inaugurations et des coupées de ruban. Et j'ai pris conscience de l'absurdité de ce truc-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il y a des collègues qui continuent à le faire, mais je l'ai fait, mais c'est une autocritique. Mais quand je vois l'image du coupé de ruban porté, et vous savez que c'est très lourd, un ruban, par le sénateur du coin, qui n'y est pour rien, pauvre, par le député, mais qui n'y est pour rien, il n'a même plus de cagnotte parlementaire, par le conseil régional qui apporte 7% pour essayer d'exister, par le conseil départemental entre 17 et 21% selon les départements, et le brave élu local qui ne trouve même plus de place alors qu'il s'est coltiné pour la préparation du terrain, ben non, il n'y a plus de coupé de ruban dans ma commune, c'est des temps d'appropriation par les habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes de passage, nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous faisons, et que la seule copropriété, c'est l'ordre de copropriété de la ville. Nous sommes copropriétaires de la ville. Et donc, on fait temps d'appropriation. Lorsqu'on a ouvert le parc public de 8 hectares, à côté du collège, ça a été la sortie c'est au début des vacances. Les gamins ont envahi le parc des Ravières, c'était la plus belle inauguration, franchement. Pas besoin de pots, discours, etc. C'était vraiment un moment important. Je pense aussi qu'il y a une dimension, et ce n'est pas depuis l'affaire Fillon, mais je pense qu'il y a un vrai problème de transparence et de refus de l'opacité. Je donne un exemple. Lorsqu'on remplace le personnel qui part en vacances par les jobs d'été, j'ai chaque année une centaine de candidatures et j'ai 30 postes si les gamins acceptent de partager le temps de travail, c'est-à-dire 30 mi-temps. Et à chaque fois, lorsque j'accueille les candidats avec leurs parents à la maison de la citoyenneté dont je vais parler dans quelques instants, eh bien, ils acceptent l'idée de partager, donc d'avoir plus de jeunes qui puissent travailler. Et en fait, je me suis rendu compte que, au nom de quoi je choisirais les jeunes? Au nom de quoi je choisirais Mohamed plutôt que Joseph ou vice-versa? Au nom de quoi? Et au nom de quoi ce seraient les enfants des élus ou des collaborateurs? Eh bien, on procède au tirage au sort. Et je peux vous dire que de tous les moments de l'année, j'en ai toujours le frisson quand j'en parle, parce que je sens que là, les gens touchent une petite revendication, une part d'égalité, de considérer que j'ai autant la chance que mon voisin. Et j'ai vu des parents pleurer, des parents d'origine immigrée pleurer quand leurs gamins ont été tirés au sort. Parce qu'ils ont été tirés au sort, ils ont la même chance que les autres. Et ces moments-là, pour moi, c'est la République. C'est l'égalité. C'est le refus du clientélisme, de l'opacité, évidemment des emplois fictifs. Mais c'est important, cette éthique de l'agir public. Le deuxième balise, j'ai considéré qu'on a des lieux pour tous les moments de vie, sauf pour la démocratie. Et donc, en 2006, nous avons construit une maison de la citoyenneté qui est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. Autant des citoyens que des élus, autant la concertation
que la décision. Et cette maison de la citoyenneté reçoit et fait vivre les trois fonctions de la démocratie dont j'ai parlé, le débat, la co-construction, la décision. C'est donc aussi une assemblée du conseil municipal qui décide in fine. C'est aussi une maison qui accueille toutes les ressources démocratiques. Et lorsqu'on commence une séquence démocratique, jamais oublier personne, que chacun se sente invité au festin démocratique. Troisièmement, et ça j'insiste là-dessus, j'aimerais, parce que ce n'est pas toujours le cas, que cette maison soit la maison où on fertilise trois cultures qui s'opposent, qui s'ignorent, qui sont en nous, qui existent entre nous, mais qui s'ignorent et qui s'opposent. C'est d'une part la culture de l'utopie. Quelle belle culture! L'utopie, le rêve, ce qui est à advenir, la vision, le projet, une culture importante dans l'engagement, public ou privé. Et puis deuxième culture, la culture de la résistance, de l'indignation, de la critique, du contre-pouvoir. Que c'est important cette culture-là. Souvenez-vous, indignez-vous de Stéphane Hessel. Mais il a très vite compris qu'il ne suffit pas d'inviter les gens à s'indigner. Le deuxième bouquin, c'était « Engagez-vous ». C'est la troisième culture, la culture de l'engagement, de la régulation, de la décision, de l'acceptation du principe de réalité. Or, qu'est-ce qu'on observe dans notre pays? C'est une spécialisation. Vous avez des spécialistes de l'utopie, qui font ça, des super discours, mais qui ne s'engageront pas. Vous avez des spécialistes de l'indignation, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, mais vous avez des spécialistes qui vous diront n'accepteront jamais le principe des réalités. Et puis vous avez des mecs qui s'engagent. À force de s'engager de mandat en mandat, ils ont oublié le début de toute utopie et de toute résistance, ce qui fait qu'on est des gestionnaires sur le guidon, avec des gens qui ne veulent pas s'engager. Donc il y a là, à mon avis, un vrai sujet de fertiliser les trois cultures de l'utopie, de la résistance et de l'engagement. C'est le sens de la Maison de la citoyenneté, où nous voulons aussi revisiter ce que Pierre Rosan-Vallon appelle l'égalité démocratique, de la société des égaux, égaux pas E-G-O-S, mais E-G-A-U-X. Il disait qu'il faut à la fois reconnaître la singularité de chaque parole, même si elle nous blesse. Il faut évoluer dans la réciprocité des échanges et il faut grandir dans la construction du commun. Je n'ai pas trouvé meilleure définition que cela pour dire la démocratie-construction. Singularité de la parole, réciprocité des échanges, construction du commun. Et ça justifie la démocratie lente, la démocratie interactive, la démocratie édifiante. Troisième balise, tout projet, structurant ou pas, fait l'objet d'une séquence démocratique. Si vous voulez que la démocratie soit continue, réelle, efficace, il faut que chaque projet fasse l'objet d'une séquence. Il faut que chaque séquence démocratique puisse être décisive pour la décision, à tel point qu'aujourd'hui, je suspends le conseil municipal pour accueillir les collèges des conseils participatifs pour faire les propositions et nous votons derrière les propositions des conseils participatifs. C'est-à-dire qu'il y a un impact réel entre la démocratie construction et la démocratie de décision. C'est très important. Troisième condition, il faut que chaque séquence démocratique exploite, et on est en train de travailler pour la fin de mandat sur des fiches actions, exploite ce que j'appelle la grammaire démocratique. Premier élément, se mettre à l'écoute, soit au début, soit à la fin. Se mettre à l'écoute si l'initiative vient des habitants, se mettre à l'écoute lorsque notre initiative part à la fin par une consultation, si c'est possible, nécessaire. Deuxième exigence démocratique, très importante, non pas communiquer le maire, mais informer, donner du sens. Et ça, je le dis souvent à mes adjoints, vous êtes toujours dans le programme, dans le budget, vous oubliez le sens. Pourquoi on met ça à l'ordre du jour? Le sens. Et ça, c'est le rôle du politique. Quand j'ai dit à la révision de plan local d'urbanisme, c'est que ma commune est un élément, un coin de la planète, vous avez tout dit. Le sens, c'est que n'attendez pas de construire encore des baraques et pour artificialiser les terres derrière. La commune est partie prenante de la planète. Et donc, en une phrase, le politique joue son rôle, parfois plus important dans cette phase préliminaire de la décision décisive que de la décision. Il joue son rôle, le maire, là, l'élu. Voilà, et donc, informer, débattre. Il n'y a pas un projet qui ne doit pas faire l'objet d'un débat, d'une délibération à la Maison de la citoyenneté. Et ensuite, c'est la pierre angulaire de tout processus de décision, et c'est en ce sens que j'ai compris qu'en France, c'est le grand déficit, c'est la co-construction. On veut bien, de temps en temps, donner un os à ronger à un conseil de développement, puis ensuite aux technocrates, puis ensuite c'est l'élu tout seul qui décide. C'est ce qui s'est passé, y compris sur les gouvernements de gauche. C'est la démocratie, elle a que le. Or, en réalité, la co-construction, c'est accepter de mettre de plein pied toutes les ressources, et que l'élu, s'il est de plein pied dans la phase décisive, il n'a pas plus de voix que les autres. Par contre, il a sa voix lorsqu'on est dans la phase décisionnaire.
Je reviendrai là-dessus lorsque je vous parlerai des conseils participatifs que nous avons créés, qui sont des lieux de co-construction, qui prennent le temps de le faire, le temps de maturation. Et enfin, dernière exigence démocratique, c'est s'engager. Je dis vraiment s'engager parce que la décision d'un conseil municipal est un engagement. Le comportement des habitants, par exemple le tri sélectif des déchets, c'est un engagement. Telle organisation s'engage. Pour moi, il n'y a pas de différence de niveau, il y a une différence de nature dans l'engagement entre le politique, le citoyen et les organisations. Et ça renvoie à ce que je vais dire dans quelques instants sur le pacte civique. Voilà pour la troisième balise. Pour la quatrième, on en a parlé beaucoup. Est-ce que les habitants ont vraiment envie de s'investir et de participer? Oui, quand il s'agit de donner un avis, qui ne prend pas de temps et ça ne mange pas de pain, beaucoup moins lorsqu'il s'agit de s'inscrire dans une démarche de co-construction ou de pouvoir d'agir. C'est une réalité. Moi, je la vois tous les jours. Et donc, je me suis dit, puisqu'il n'y a pas un besoin naturel de s'investir, sauf sur les projets où on est en critique, et c'est toujours une chance. Pour moi, quand il y a une pétition, c'est une chance de démarrer une séquence démocratique. C'est une belle entrée. Et donc, puisque le désir de participation n'est pas absolument là, pour différentes raisons que je ne juge pas, notamment l'absence de temps, eh bien, créons les occasions fortes pour favoriser ce désir, ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie. J'ai commencé en 1998, lorsque j'ai fait le tour de la ville à pied, du mois de mai au mois de septembre. J'ai fait que ça. Le soir, j'ai regardé les dossiers, bien sûr, et je suis allé écouter les habitants avec mon dictaphone. J'ai pris note de tous les petits problèmes, 300 problèmes en 4 mois, réglés tout au long de l'année, parce qu'évidemment, il ne faut pas aller chez les gens en disant on vous écoute et on ne fait pas le problème derrière. C'est des petites bouches d'écoute, c'est rien, ça ne coûtait rien, 300 000 francs à l'époque. Mais en même temps, j'ai dit si je fais ça, je suis dans une démarche de proximité clientéliste. J'aime pas le mot proximité, parce que quand les élus vous parlent de proximité, ça peut être aussi proximité clientéliste. J'aime pas ce mot-là. Il faut la bonne distance. La bonne distance, c'est savoir dire non aussi. Mais lorsque j'ai fait le tour de la ville à pied en porte-à-porte, en même temps, et Dieu sait que c'était lourd, j'ai distribué un questionnaire aux habitants en disant « Parlons ensemble de notre ville ». Et j'ai dit aux habitants « Écoutez, moi, je me passe mes vacances à venir vous voir, à vous écouter. Moi, je vous demande un effort. Rapprochez-vous de la question commune, du commun et de l'avenir de notre ville. » Et du fait qu'il y a eu cette proximité de porte-à-porte, on a eu 43% de retours. 43% des foyers ont passé une demi-heure en famille à répondre au questionnaire sur toutes les questions les plus iconoclastes, les impôts, le logement social, et 3 choses sur lesquelles je n'ai pas été d'accord. Courage politique. Vous voulez abaisser le prix de l'eau? Non, c'est en régie, je ne peux pas le faire, parce que je veux la qualité de l'eau. Vous voulez pas de logement social? Non, je veux du logement social, parce que c'est la mixité, parce que j'ai une liste d'attente. Et puis un troisième sujet, c'était plus les impôts. Vous voulez moins d'impôts? Je ne peux pas. Je ne suis pas magicien. Je ne peux pas vous offrir les services et en même temps diminuer les impôts, c'est juste pas possible. Donc il faut aussi le parler vrai, le courage politique, je l'ai dit, dans les restitutions de villes, il y avait chaque fois 300 habitants. Et là, je disais, attendez, je suis venu vous voir, on ne parlait plus de crotte de chien. Ce soir, on parle de culture, de sécurité, de politique de la ville, d'avenir de la ville, etc. Deuxième moment important, en 2004, par téléconsultation, à l'époque c'était le téléphone à fil, eh bien, j'ai enregistré un message qui passait chez tous les foyers le soir, en disant, on va vous distribuer un magazine, en fait, qu'on a fait sous forme de feuilleton, qui a interrogé les gens sur la grammaire démocratique qu'ils veulent développer. En réalité, la grammaire dont je parle, elle est issue de ces états généraux permanents de la démocratie, permanents pour dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, c'est pas un état, permanente pour dire qu'elle est naissance, comme dirait Hannah Arendt. C'est le pouvoir commencer. Toute démocratie qui n'est pas naissance permanente est une démocratie qui se meurt. Donc tout projet doit faire l'objet d'une séquence démocratique. Et ça, l'idée, c'est de permettre à chacun qui le souhaite d'être copropriétaire de l'intérêt général et coproducteur de la décision. Et puis, il y a eu d'autres moments, mais Cédric vous montre que je suis en train de dépasser le temps, donc je vais aller plus vite. Il y a eu la déclinaison du pacte civique au niveau local pour dire comment construire ensemble une ville désirable pour tous. Et ça, c'est important, la philosophie du pacte civique. C'est la même philosophie que les états généraux permanents des démocraties. C'est de dire que nous ne croyons pas qu'une transformation peut être durable s'il n'est pas à la fois collective et personnelle. Ça emmerde beaucoup de gens quand je dis ça. Mais je crois qu'il n'y a pas de transformation durable s'il n'est pas à la fois collective et personnelle. Et deuxièmement, nous croyons des valeurs de justice, de sobriété, de fraternité, et que nous voulons développer. Dernier élément, 2 encore. Agora 15-20. Je me suis dit, on a toujours les mêmes. Même si, sur les 10 dernières années, on a fait 40 conseils participatifs et 700 habitants différents, ce qui nous est pas mal. On a eu des moments de forum où on avait 300 habitants, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qu'on ne voit jamais, ce qu'on appelle les invisibles. Et donc, avec les agoracteurs, les citoyens engagés et nous-mêmes, on allait refaire du porte-à-porte pour proposer
de s'engager dans le pouvoir d'agir, des groupes de travail, etc. En même temps, on a beaucoup progressé sur cette mobilisation du pouvoir d'agir. On a mis des moyens à disposition, notamment une personne compétente pour le faire, toute l'infrastructure technique. Et nous avons construit une charte du renouveau démocratique. Toute la séquence a commencé par une charte qui a été proposée au conseil municipal, parce que je respecte la représentation démocratique. Et cette charte, elle est en 5 points. Elle dit, désormais, il faut pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections plutôt que pour les élections. Il faut fertiliser les points de vue différents plutôt que de rester dans l'entre-soi et dans l'affrontement stérile. Troisièmement, associer les citoyens au processus de décision plutôt que de rester dans les clivages partisans souvent artificiels. Quatrièmement, développer le pouvoir d'agir. Et cinquièmement, trouver les moyens d'une éthique du débat, c'est-à-dire de se parler vrai. Ça, c'est la charte du renouveau démocratique, qui a été suivie ensuite par des formations d'animateurs qu'on va bien utiliser dans la prochaine démarche. On a créé un conseil communal de la démocratie qui valide, qui impulse et qui évalue tous les processus démocratiques mis en œuvre. Ce conseil communal, c'est 25 habitants volontaires, agoracteurs, c'est la municipalité, c'est les collaborateurs et c'est des partenaires associés, notamment les associations fédératives. Samedi matin, un retour de Paris demain et de la Côte d'Or où je fais l'intervention. Samedi matin, 8h30, rendez-vous du conseil communal qui valide à chaque fois les processus démocratiques mis en œuvre. Et puis, pour chaque projet, je propose aux adjoints et aux techniciens d'avoir un binôme politique et technique et au minimum 3 habitants qui participent à la préparation de la séquence démocratique. Enfin, pour faire ça, je veux dire, ça coûte cher, non. J'ai une petite équipe autour de moi. J'ai une directrice de cabinet qui n'est pas une directrice politique, qui a juste la mission de développer, d'épanouir les valeurs et les pratiques démocratiques, avec une collaboratrice en plus. Mais on croule sous le boulot, parce que le processus démocratique est dans tous les éléments. Au mois de mai, au mois de juin, on va organiser non pas les réunions de quartier, mais les rencontres en quartier, avec l'idée de, dans les 10 quartiers, convivialité, proposer les gens de travailler en atelier comme vous allez le faire, avec deux séquences. La première, remplissez le cahier de doléances. C'est la continuité de la révolution, ça ne va pas dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce que vous proposez? Deuxième séquence, remplissez aussi, il y a tellement de choses belles qui se font dans notre commune, remplissez le cahier de bienveillance. Comment être voisin bienveillant plutôt que vigilant? Comment parler avec des gens du Béarn issus de l'immigration, peut-être une fois dans l'année? Comment s'investir dans un jardin partagé? Enfin, bref, il y a la doléance, mais à chaque fois susciter l'intérêt des gens. Je suis trop long, mais s'il y a des questions après, je veux bien le dire. On a des outils très diversifiés. Je voudrais juste parler du conseil participatif. Pour moi, c'est une belle réussite. C'est la bonne articulation entre la démocratie et la République. Entre, réfléchir ensemble, débattre ensemble et l'intérêt général. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un projet dans la séquence démocratique, nous avons le plus souvent proposé la création d'un conseil participatif qui se fait à l'issue de la première réunion débat. Et là, on invite les gens qui s'engagent à faire partir du collège des habitants, mais comme je me rends compte que c'est souvent les TLM, toujours les mêmes, on fait un tirage au sort pour permettre de diversifier le collège des habitants. Un collège des élus, dont l'opposition, qui est toujours associée, mais aussi collège d'experts, en général l'expert universitaire, l'expert de l'éducation populaire, enfin bref, tous les experts, les organisations. La philosophie, c'est fertiliser les points de vue pour les proposer au conseil municipal. 6 conditions de réussite. Il faut que la base démocratique soit la plus large possible. Il ne faut pas louper personne. 2, réfléchir à la représentativité, je viens de le dire. 3, préciser le périmètre démocratique au départ, avec les habitants. Si vous ne le faites pas, c'est la frustration. 4, essayer d'avoir à nos côtés, parce que le maire peut être de l'alpha et l'oméga, un ingénieur du débat public pour disperser, pour répartir la parole, pour éviter à ce que celui qui gueule le plus fort prenne le pouvoir, etc. Il y a une technique démocratique sur laquelle on n'a pas réfléchi. On a besoin d'ingénieurs du débat public. Et puis, 5e condition, c'est revenir au sens de l'éducation populaire. Nous avons démissionné de cette question-là. Et revenir au sens de l'éducation populaire, c'est commencer toute séquence par une formation. Quand nous avons associé les habitants à la révision du plan local d'urbanisme, on a parlé des accords de Kyoto, des Grenelles de l'environnement, du schéma de cohérence territoriale, de la loi de PLH, le programme local de l'habitat. On l'a dit de manière pédagogique, parce que les gens en ont marre des trucs technocratiques, mais le PLU s'inscrit dans cette démarche-là. Et nous avons parlé d'un deuxième sujet conflictuel, c'est la question de la densité. 82% des habitants en France et dans ma commune veulent une maison individuelle. Ce n'est pas jugé. Sauf qu'à ce rythme-là, vous artificialisez un département tous les 10 ans. Qu'est-ce qu'on veut?
densité humaine, comment la formuler, etc. Donc c'est des vrais sujets, et on a travaillé le révision de plan local d'urbanisme, le PADD, projet d'aménagement des monts durables, c'est avec les habitants, les experts, etc. Je termine, puisque c'est le conseil participatif, c'est une dimension importante, exigeante, avec plein d'autres outils, un outil jury citoyen, diagnostic en marchand, etc. S'il y a des questions, je répondrai là-dessus. Et puis toute une série pour développer le pouvoir d'agir des habitants, notamment avec un fonds d'initiative citoyenne qui est un peu le précurseur des budgets participatifs, avec le réseau d'échanges réciproques de savoir, avec toute une série de soutiens qu'on a mis en place dans le monde éco-citoyen, notamment un restaurant associatif qu'on a mis à disposition d'habitants à travers la restauration d'un vieux bâtiment industriel. On a mis à disposition d'une association qui a créé 17 emplois, c'est un vrai débat en municipalité avant. Donc voilà, tout ça pour dire que, évidemment, je parle avec beaucoup d'enthousiasme, mais je voudrais modérer mes propos en disant que c'est un combat difficile, c'est compliqué. On est à contre-courant de la marchandisation des consciences, on est à contre-courant du matérialisme dominant, on est à contre-courant de libéralisme forcené, ultralibéraliste, on est à contre-courant d'un système qui s'appelle l'individualisme, moi d'abord, tout et tout de suite, qui est un système dont Emmanuel Mounier nous disait qu'il nous rend étrangers à nous-mêmes et étrangers aux autres. Et donc je voudrais citer cette belle réflexion d'Hannah Arendt dans l'Agora Pierre Mendès France, puisque la Maison Citoyenneté, c'est 3 espaces, Jean Moulin pour représenter la résistance, Jean Jaurès pour représenter l'utopie, et puis Mendès France pour représenter la régulation, le débat. Et dans cette Agora, j'ai en conclusion cette réflexion d'Hannah Arendt qui me porte et qui m'habite. Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Merci de m'avoir écouté.